Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la disparition d'un ancien Premier ministre en RDC, Matata Ponyo, est introuvable et aurait disparu selon son parti politique depuis sa condamnation à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds. Nous irons sur place dans ce journal. À la une aussi, le renforcement des liens entre le Kenya et Mayotte. La France a signé un accord commercial qui vise à développer la coopération dans l'agriculture et les infrastructures. Nous irons sur place où notre correspondante à Nairobi a suivi la délégation composée des ministres français et kenyans pour œuvrer à la reconstruction de l'île détruite après le passage du cyclone Chido. Et on ira aussi dans le sud de la Côte d'Ivoire, sur les rives de la lagune Abi, où la pirogue n'est pas un simple moyen de transport, mais une culture et un lien entre les peuples. Une région qui cherche à sortir d'une image négative de trafic et raconter une autre histoire. On ouvre ce journal par une disparition d'un ancien Premier ministre en République démocratique du Congo. Matata Ponyo a disparu littéralement au lendemain de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangoula. Les membres du parti politique LGD s'inquiètent. Leur leader, Matata Ponyo, n'est ni dans les lieux de détention, ni dans les hôpitaux de la capitale congolaise où ils ont cherché. L'ancien Premier ministre n'est plus joignable par téléphone. Alors, dans une déclaration politique, le parti affirme que Matata Ponyo a disparu depuis le 21 mai, au lendemain de sa condamnation par la Cour constitutionnelle. Alors, Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés, 5 ans d'inéligibilité et la confiscation de ses biens. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable d'un détournement de plus de 200 millions de dollars dans l'affaire du parc agro-industriel Bukanga Lonzo. Une source sécuritaire nous a confié ne pas comprendre la déclaration du LGD, rétorquant que le parti politique serait au courant que Matata Ponyo serait parti clandestinement de Kinshasa. Faux, répond le secrétaire général du LGD, Franklin Chiamala, qui demande aux autorités de rendre des comptes au parti sur la disparition présumée de Matata Ponyo. On reste en RDC où les opérations de démolition et construction jugées anarchiques se poursuivent à Kinshasa. Des centaines de familles sont concernées. Ces opérations ont été lancées après les grandes inondations meurtrières qui ont frappé la capitale congolaise. Suivez ce reportage de notre correspondante. On ne sait pas combien de mètres ils prennent. Au milieu des tas de gravats, Cédric Zinsou ne reconnaît plus le quartier de son enfance, en partie démoli. Il y avait une maison ici, à côté ici là. Moi, mon père, il est arrivé ici en 1976. Allez-y comprendre combien d'années qu'il a passé ici. Surtout, on vient comme ça, on dit que non. On a empiété l'emprise de l'État. On est ici illégalement. Sur l'avenue Mapenza, les autorités estiment que ces maisons occupent illégalement un espace public et qu'elles sont responsables du débordement de la rivière. Incompréhensible pour ce propriétaire. Nous avons les documents, il y a les photocopies qui sont là. Cette partie que nous occupons devient un domaine privé de l'État. Et les domaines publics, c'est la rivière là-bas. Nous, on n'a pas touché à la rivière. On est loin, loin de la rivière. Les habitants dénoncent aussi un manque d'accompagnement. Certains ont tout perdu. Si c'est les triplex qu'on avait fabriqué les plafonds, cette maison qui constitue un investissement dépiécé, alors on a très mal au cœur. À Kinshasa, les démolitions de constructions dites anarchiques sont récurrentes, mais elles ne parviennent pas à régler les problèmes des inondations. Pour les spécialistes, il faudrait repenser totalement la ville de Kinshasa. On doit reconnaître que la ville de Kinshasa elle est malade, la situation est chaotique et il nous faut renaître. Et pour renaître, il faut une politique volontariste claire pour l'assainissement, pour les drainages, les questions liées aux équipements collectifs donc, qui permettent justement de juguler tous ces problèmes, doivent être intégrées dans ce qu'on appelle ces réflexions dans un plan d'urbanisme. Selon les autorités qui n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview, les démolitions sont impopulaires mais légales. Les autorités rappellent qu'au moins 40 personnes sont mortes cette année à Kinshasa à cause des inondations.
L'Algérie regrette le soutien du Royaume-Uni au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Alger dénonce un plan jamais soumis aux Sahraouis ni pris au sérieux par l'ONU. Ce territoire disputé entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario reste considéré comme non autonome par l'Organisation des Nations Unies. Ce week-end, le ministre délégué français Thani Mohamed Soilihi était à Mayotte, accompagné du secrétaire d'État kényan aux Affaires étrangères. Ils ont voyagé ensemble depuis Nairobi, marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des liens entre le Kenya et ce territoire français d'outre-mer. Cette visite s'appuie sur un accord commercial signé en novembre dernier et qui vise à développer la coopération, notamment dans l'agriculture et les infrastructures. Olivia Bizot, qui a suivi la délégation, nous raconte. C'est un moment historique pour Mayotte. L'île reçoit pour la première fois un haut responsable étranger. Le secrétaire d'État kényan aux Affaires étrangères a été chaleureusement accueilli aux côtés du ministre français. Signe d'un nouveau pas dans la diplomatie régionale. Nous voulons remercier tout particulièrement le gouvernement français pour avoir facilité cette coopération qui permet au Kenya de construire et de forger une nouvelle amitié avec ces belles populations de cette magnifique île qu'est Mayotte. Cette visite fait suite à un accord signé à Nairobi en novembre pour renforcer la coopération, notamment dans le domaine agricole. L'île repose énormément sur les importations pour son approvisionnement, un créneau où le Kenya espère s'imposer. Vous avez en tête tous les problèmes géopolitiques qu'on a eus depuis quelques années, avec des difficultés à passer par la mer Rouge. Donc ça tend la chaîne logistique et c'est la raison pour laquelle on cherche du sourcing localement. Le lendemain, place à la reconstruction. Depuis le cyclone Chido en décembre, la coopération régionale est devenue essentielle. Et le Kenya pourrait jouer un rôle clé dans la relance de l'île, à court comme à long terme. Les choses progressent. Au-delà de la reconstruction qui est à l'œuvre, avec l'investissement de l'État, des associations, des acteurs privés et le soutien de nos voisins et amis comme le Kenya, la refondation de Mayotte sur de nouvelles bases est en marche. La visite s'est conclue par de nouveaux accords commerciaux et de transport. Prochaine étape, Nairobi, pour le sommet Afrique-France en 2026. On passe à la République centrafricaine où le haut commandement militaire, avec l'appui de l'ONU, a déployé ses forces dans le sud-est du pays après des affrontements qui ont opposé les forces armées à une milice. Des précisions avec notre correspondant Pacom Pabanji. Un peu plus de 200 soldats centrafricains sont acheminés par des vols des Nations Unies afin de renforcer la présence de l'État dans la zone, mais surtout dans la ville de Zémieux et ses environs et prévenir d'éventuels nouveaux affrontements. Le mois dernier, l'armée a perdu plusieurs soldats dans des combats contre la milice Azandé. Des pertes militaires qui n'ont pas manqué d'émouvoir dans le pays, mais surtout de remettre en cause le système en place qui avait permis la formation militaire des miliciens afin d'intégrer certains dans les rangs de l'armée. Aujourd'hui, à travers ce déploiement, le gouvernement veut reprendre le contrôle de la région. Et c'est largement suffisant parce qu'au pic de la crise, je me souviens que les autorités locales, le préfet, avaient besoin d'une 50aine de soldats pour sécuriser. Et s'il y a maintenant 200, plus de 200, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas que ce soit le nombre qui soit important parce qu'il peut y avoir 1000 soldats, il peut y avoir 2000 soldats, mais tant qu'il n'y a pas une volonté réelle de vouloir rétablir la sécurité, de rétablir la confiance entre les habitants et les autorités locales, je pense que ce chiffre ne servira à rien. Avec ces déploiements, la tâche restera compliquée pour les FACA puisqu'avec la saison des pluies, les déplacements de l'armée sont difficiles à cause de l'état déplorable des routes. Le gouvernement compte sur l'appui technique et tactique des alliés russes et des casques bleus pour pacifier avant les élections à venir. Allez, je vous emmène à présent à Adiaké, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, où la pirogue n'est pas qu'un simple moyen de transport. C'est une culture, une mémoire, un lien entre les peuples. Ici, sur les rives de la lagune Abi, la rame devient un langage de réconciliation. Longtemps marqué par les trafics, la région veut désormais raconter une toute autre histoire. Reportage de Makamara et Damien Kofi. À Adiaké, la fête bat son plein, chant, danse, fanfare. Tout un territoire se rassemble. Le LF Festival, c'est l'événement de l'année.
dans la région d'Adiaké, ce sont les peuples lagunaires, tout tourne autour de la lagune. La pirogue, c'est un symbole du Pepani. Le LA, c'est la pirogue en Pepani. Et à travers ce symbole-là, ça permet de fédérer toutes les communautés. Chaque geste, chaque coup de pagaie porte un héritage. La rame est un fil entre les générations, un fil qui unit dans l'effort et dans la fierté. Marcel a 24 ans et rame pour son village, pas pour les médailles, mais pour la mémoire de ses ancêtres qui lui ont légué cet héritage. Nos parents étaient des piroguiers et ils pratiquaient cette activité. Maintenant, c'est nous qui prenons la relève. C'est pour nous une manière de leur montrer que nous préservons leur héritage et qu'ils soient fiers de nous. Sur la ligne de départ, une équipe du Ghana. Un peu plus loin, des rameurs venus du Togo. La lagune ne connaît pas les frontières. Elle relie les peuples, les traditions, les rêves. Le LA Festival devient une vitrine de l'intégration régionale. Je suis quitté au Ghana, on vient comme un paysan. Et puis on marche, on sait que, comment on appelle, amusement intéressant, c'est ça. Toujours on quitte au Ghana pour venir s'amuser. 9 fois année, on est dedans. Nous, on ne décourage pas, nous, on est dedans. Nous, on sait que l'année prochaine, on prend le coup. Les autorités veulent changer l'image d'Adiaké qui a longtemps servi de couloir pour les trafiquants. Le LA Festival devient un symbole, une course, une fête, un message aux jeunes. La lagune devient le décor d'une paix affichée. Allez, on va à présent dans le sud du Maroc où un atelier de femmes transforme des photos en grandes toiles tissées pour générer un revenu. Ce projet, né en 2022 sous la direction de l'artiste franco-marocaine Margot Derry, vise à donner aux femmes du village un emploi stable. Clémence Valère. Penchées sur leur plan de travail, ces dames tissent leurs toiles. Elles font partie d'un atelier situé dans le village de Sidirbat, créé en 2022 par l'artiste Margot Derry pour aider les femmes à avoir des opportunités d'emploi et subvenir à leurs besoins. Concrètement, nous employons 10 femmes, et donc 10 ménages. Certaines d'entre elles sont les piliers financiers de leur famille. Ce travail nous a été très bénéfique, tout comme il a été pour les veuves et les mères d'enfants scolarisés. La création d'une œuvre est collaborative et représente plusieurs mois de travail. Margot dessine les contours du patron sur le canevas et ensuite les brodeuses prennent le relais pour réaliser la pièce. Voilà, toutes les femmes aujourd'hui, elles ont un salaire mensuel. Donc quoi qu'il arrive chaque mois, chaque femme est payée. Et moi, mon travail, c'est de vendre les œuvres dans les expositions, parce que c'est un message qui est positif, notamment aussi pour les jeunes filles de l'école, qui viennent souvent voir l'atelier, voir comment on travaille. Selon les autorités du pays, seulement 19% des femmes marocaines auraient un emploi stable. Dans les zones rurales, elles sont particulièrement touchées par la pauvreté, le travail non rémunéré et le manque d'opportunités. Pour Margot, le travail de ces brodeuses leur permet non seulement de s'émanciper financièrement, mais aussi de faire avancer les mentalités dans le village sur le rôle des femmes dans la société. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Kinshasa à Mamoudzou en passant par Bangui. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.